je m'appelle Dr Maya Malat Yassine. Donc, je viens d'Abu Dhabi où je travaille en tant que directeur du département qualité pour Abu Dhabi Health Services SAHA. C'est une compagnie gouvernementale d'environ 17 000 employés qui gère tous les hôpitaux gouvernementaux, donc à peu près 12 hôpitaux et plus de 65 cliniques. Donc, je suis vraiment contente d'être parmi vous aujourd'hui et mon sujet traitera de l'impact de la communication dans le secteur de la santé. Donc, on mettra l'accent sur les stratégies et les outils qu'utilisent les hôpitaux de nos jours pour améliorer les processus de communication et améliorer les processus de services de santé. Ce sera surtout des outils qu'on aura empruntés aux organisations de haute fiabilité comme l'aviation, le nucléaire, le pétrochimique, etc. Donc on fera un petit tour de tout ce que vous pouvez utiliser pour améliorer vos processus de soins dans le cadre d'une communication de qualité. Bonne journée à tous et merci. Merci. La première intervenante, c'est Dr Maya Malat Yassine. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être là parmi vous. Donc, comme l'a introduit monsieur, je suis Maya Malat. Je viens des Émirats Arabes Unis. Je travaille à Abu Dhabi Health Services. SAHA, c'est une compagnie gouvernementale qui gère tous les hôpitaux publics, donc à peu près 18 000 employés, 12 hôpitaux et 65 cliniques. Donc, j'ai récemment été promue au poste de directrice qualité. Et donc, avant de commencer, je voulais vraiment remercier les organisateurs de la conférence ainsi que M. Zouhir pour cette belle opportunité. Je suis bien contente d'être avec vous. Et je vous remercie également tous pour votre présence ce matin. Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps à discuter de tout ce qui est théorie sur la communication, les définitions de la communication. Je sais qu'on est entouré de gourous, de qualiticiens, dont mon professeur et merveilleux ami, le Dr Jean-Paul Cata. Donc, je vais laisser tout ça au gourou de la qualité. Moi, j'espère vous choquer peut-être un petit peu ce matin et vous parler de l'impact de la communication dans le secteur de la santé, qui, comme vous verrez dans un moment, n'est vraiment pas une communication comme les autres. Alors, ce que je vous propose pour ce matin, c'est de discuter un petit peu des erreurs médicales et leur impact. On discutera brièvement des bases de la communication, mais surtout la communication dans le secteur de la santé, l'enjeu communicationnel, les causes un petit peu qui font que les choses se passent mal dans les hôpitaux, et puis donc surtout une boîte à outils avec des outils empruntés à d'autres secteurs, autres que le secteur hospitalier. Et puis on touchera aussi vraiment sur la communication avec le patient. Ça vous va? C'est bon? On démarre? D'accord. Alors, j'ai dit que j'allais vous choquer un petit peu. Donc le problème des erreurs médicales a commencé à faire les médias dans les années 95. Donc là, ça ne passe pas. Vous pouvez faire passer? D'accord. Donc voilà, ça c'est en 95, ce sont des coupures de journaux qui nous viennent de journaux américains. Donc là, ça a commencé à toucher les médias. C'est un patient qui a été opéré de la mauvaise jambe, donc il a été amputé de la mauvaise jambe. Une autre dame qui a eu des doses mortelles de chimiothérapie, donc qui n'en a pas survécu, voilà. Et donc c'est juste pour vous montrer un petit peu que le problème des erreurs médicales est omniprésent un petit peu partout dans le monde, que ce soit en Angleterre, au Canada, en France. Donc là, comme vous verrez sur Libération, un titre qui dit « Les erreurs médicales font 10 000 morts par an ». Ça c'était en Russie. C'est une femme qui a dû vivre pendant 3 ans avec des ciseaux suite à une césarienne. Elle avait une paire de ciseaux dans l'abdomen et 3 ans après, ils ont découvert l'erreur. Donc, tout ça pour vous dire que l'hôpital, c'est dangereux. Donc ça, c'est un graphe qui a une renommée mondiale du professeur Amaberti et Monsieur Lee. Donc si vous voyez là, le healthcare, ou la santé, c'est aussi dangereux que l'alpinisme ou le saut à l'élastique. Donc en comparant, pour les vols aériens, donc pour prendre l'avion, c'est ultra safe, donc c'est très sécurisant. Ou conduire, c'est plutôt sécurisant, mais aller à l'hôpital, comme vous voyez, c'est très très dangereux. Donc, cette image a fait le tour du monde.
Et voilà, ça nous dit qu'aux États-Unis, les erreurs médicales équivalent à un crash aérien d'un jumbo jet, si vous voulez, chaque jour. Donc, vous imaginez? Donc, les chiffres terrifiants, pour vous mettre tout ça en chiffres, il est estimé qu'il y a 44 000 à 90 000 morts annuelles aux États-Unis dues aux erreurs médicales. Et des statistiques plus récentes disent que ces chiffres sont assez conservateurs et que la réalité est plus proche d'environ 400 000 morts par an. Vous imaginez ce que ça veut dire? Dans les pays développés, les erreurs médicales sont la 3e cause de décès. Donc juste après les maladies cardiovasculaires et les cancers, il y a les erreurs médicales. Et donc d'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, un patient sur 10 est affecté par les erreurs médicales. En France, des statistiques estiment à plus de 60 000, mais à mon avis c'est assez conservateur. Donc qu'est-ce que ça coûte à la France? 150 milliards d'euros par an. Donc c'est 3/4 des dépenses totales de santé. C'est énorme. Donc, le message, c'est que les gens meurent d'erreurs de diagnostic, ça on le sait, de surdoses médicamenteuses, on le sait aussi, des soins fragmentés, des complications évitables, mais surtout de problèmes de communication, ce qui nous ramène à notre sujet aujourd'hui. Donc, juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, par communication, j'entends tout ce qui est l'ensemble des interactions avec autrui qui transmettent une information quelconque. Donc ce sont les moyens, les techniques qui permettent la diffusion d'un message auprès d'une certaine audience. Donc la transmission d'informations au sein d'un groupe, et voilà, il y a plusieurs modèles de communication, ça remonte à 350 ans avant Jésus-Christ, où Aristote a proposé le premier modèle sur la communication, et de nos jours ça évolue en modèle mathématique très pointu. Et pour vous dire, c'est un sujet qui a été très discuté. Donc on sait que la communication est omniprésente, donc là on communique, et il y a différentes formes. Donc à l'hôpital, on utilise toutes les formes de communication, face à face, verbale, non verbale, entre des interlocuteurs en coprésence. On utilise aussi la communication écrite et médiée par ordinateur, par téléphone, aussi la communication médiatique et publique. Et alors, la communication devient interprétation dès qu'on interprète ce qu'on a entendu, vu ou écrit, et qu'une réponse est possible. Donc, on ne peut pas considérer la communication comme un transfert unilatéral ou mécanique, c'est plutôt un échange actif. Donc, il y a une différence avec l'information. L'information, c'est le contenu factuel et les symboles, si vous voulez, pour écrire l'information, alors que la communication, c'est plutôt une relation avec les autres, transmission d'informations et tous les moyens mis en œuvre. C'est ce que je vais discuter aujourd'hui. Donc, je sais que, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui viennent du secteur santé, mais la question qui se pose, c'est quel est l'intérêt de nous raconter ce qui se passe à l'hôpital, quelles sont les informations qu'on peut en tirer. Déjà, l'établissement hospitalier s'apparente à une entreprise, du fait qu'il ait des structures organisées, une hiérarchie, plusieurs métiers, mais complémentaires, et bien sûr doit répondre à un souci de rentabilité. Et on s'adresse à l'hôpital à plusieurs types de publics. Donc, on utilise la communication externe, et pour but, elle a de créer, de développer, d'entretenir l'image de l'hôpital ou de la clinique, pour positionner cet hôpital dans le paysage socio-économique, et elle suit vraiment, dans ce cas, la logique d'une entreprise traditionnelle. Donc, informer le public pour définir son identité, pour finalement mieux se vendre. Mais moi, ce que je vais discuter aujourd'hui, c'est plutôt de tout ce qui est communication interne. Et c'est un petit peu différent, parce que la logique est sur l'information pour expliquer, convaincre et faire adhérer les équipes médicales pour avoir tous, si vous voulez, un projet en commun qui est le patient. Donc il faut valoriser les compétences, il faut renforcer le sentiment d'appartenance, et je vous montrerai un petit peu les outils qu'on utilise. Donc, les prochaines diapos, ce sera vraiment pour mettre l'accent sur le fait que la communication en santé est vraiment très complexe. Imaginez déjà le nombre de prestataires de soins de santé dans un hôpital. Vous avez les médecins, il y en a les médecins généralistes, les spécialistes, les radiologues, les internes, etc. Les infirmières, les aides-soignants, les kinésithérapeutes, la liste est longue. On utilise plusieurs canaux de communication, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a la communication qui se fait entre humains, mais aussi la communication qui se fait entre humains et machines. Par exemple, faire entrer des données dans le dossier médical électronique,
ou faire utiliser par exemple les équipements numériques de radiologie et tous les autres équipements numériques qui deviennent de plus en plus sophistiqués. Et il y a aussi la communication entre machines. Donc, disons, une dame qui fait une écho, et puis la machine de l'écho qui fait passer automatiquement les données au dossier médical électronique. Donc, mais la différence, c'est que c'est un réseau tellement complexe, avec des communications simultanées entre plusieurs personnes, à travers plusieurs canaux de communication, ce qui fait que vraiment la communication à l'hôpital, c'est le fondement de l'ensemble des activités hospitalières. Et une communication efficace fait vraiment la différence entre la vie et la mort. Pourquoi? Parce que si on a des problèmes de communication, ça a des répercussions négatives sur toute une liste. Excusez-moi, là, ça ne veut pas. Donc ça a des répercussions négatives sur l'accès au traitement, sur la capacité des professionnels de santé de remplir leurs obligations éthiques, sur la qualité des soins, le suivi des patients, la liste est vraiment longue. Donc on sait, d'après des analyses, que les problèmes de communication sont la cause la plus profonde de ce qu'on appelle des événements sentinelles. Par événement sentinelle, j'entends tout ce qui est imprévu ou événement indésirable grave qui cause soit le décès d'un patient, ou bien, disons, un grave préjudice physique ou psychologique, par exemple la perte d'un membre ou d'une fonction. Donc figurez-vous que dans 70% des cas, la cause la plus profonde, c'est la communication. Il en est de même pour tout ce qui est plainte et réclamation patient. 75% des fois, c'est dû à des problèmes de communication. Donc, je voudrais vous présenter un scénario véridique. Donc ça, c'est vraiment le cas d'un patient. Et vous allez comprendre comment des défaillances, des informations non transmises ou des préjugés, si vous voulez, dans l'équipe de santé ont fait en fait que ce jeune homme a perdu la vie. Donc voilà, ça c'est Simon, 18 ans, qui a été transporté à l'hôpital en ambulance. Il a été impliqué dans une bagarre. Il a été grièvement blessé à la tête lorsque sa tête a heurté le sol. Donc les ambulanciers, très occupés, comme on l'est souvent dans le domaine hospitalier, n'ont pas eu le temps de faire les transmissions aux professionnels de santé des urgences. Donc Simon n'était pas capable de prononcer son nom ni de s'expliquer clairement. Lors de son premier examen par l'infirmière de triage, donc dès qu'on arrive à l'hôpital, il y a une infirmière de triage qui vous prend en charge, puis un médecin. Donc le médecin de garde, un interne, sorti de la faculté de médecine depuis quelques semaines seulement, non, pas de superviseur cette nuit-là. Donc ni lui, ni le personnel infirmier n'ont pris la peine de vraiment voir la gravité de la blessure à la tête de Simon. Donc comme il avait bu, le jeune homme avait bu, l'interne a pensé, donc présupposé qu'il était tout simplement ivre, et donc il n'a pas poussé son diagnostic plus loin. Donc on sait aussi que quand ce type de symptômes, on ne peut pas parler, on ne peut pas s'exprimer aussi, peut aussi indiquer un grave traumatisme crânien. Donc on lui a uniquement donné un antinauséeux, il a été placé sous observation, et à plusieurs reprises, les infirmiers et l'interne ont testé séparément ses réponses motrices et verbales, et pas de communication entre eux. Au fil des heures, le personnel infirmier a consigné une détérioration, mais ne l'a pas signalé directement à l'interne. L'interne comptait sur les communications verbales des infirmières, et voilà, il n'a pas prêté attention suffisamment au dossier, et Simon est malheureusement décédé à 4h30 après son admission. Donc ça, c'était juste vraiment pour mettre l'accent sur l'importance de la communication. Des scénarios comme ça, on en voit tous les jours à l'hôpital, et plusieurs. Alors, pourquoi? On va se dire, voilà, que communiquer, c'est simple. Pourquoi est-ce que voilà, on n'arrive pas à communiquer? Il y a plein de causes derrière tout ça. D'abord, les professionnels de la santé, quand ils vont à l'école, à l'université, on leur enseigne plein de choses sur l'anatomie, etc. Mais on ne leur enseigne pas à communiquer. Donc ils ont peu de formations relatives aux compétences non techniques, comme le travail d'équipe, comme la communication, et souvent ils proviennent de différents milieux. Donc c'est assez difficile de les mettre tous sur la même longueur d'onde pour qu'ils aient un même mental commun dans le contexte du travail d'équipe. Ils ont des variations dans le style de communication, des variations interindividuelles, les personnalités, les facteurs humains, etc. Et puis il y a la hiérarchie, junior, senior, infirmière, médecin, etc. Les langues aussi parlées peuvent poser problème. Et bon, la charge de travail, les distractions, les éléments dérangeants, l'information spéculative, comme on l'a vu dans le cas là dont je vais discuter avec vous, la culture, mais vraiment la liste est interminable. Mais l'impact est le même.
les informations essentielles sont altérées lors de la transmission, ça a un impact sur la qualité et la sécurité des soins, et donc un énorme potentiel qui engendre l'erreur. Alors ce qu'on a fait dans le secteur hospitalier, on est allé voir ailleurs. Donc on est allé voir, vous vous souvenez le graphe avec le secteur qui est hospitalier qui est aussi dangereux que le saut élastique ou l'alpinisme, alors que l'aviation, etc. sont beaucoup plus safe. Ben, on a été voir ce qu'ils font eux, que nous, on peut emprunter comme leçon si vous voulez. Ben, on a remarqué que le modèle médical, c'est un modèle hiérarchique, très classique. Donc le médecin ordonne, l'infirmière exécute, tout le monde fonctionne de façon individuelle, il n'y a pas vraiment d'approche en groupe, et ce n'est pas vraiment un système réfléchi. Alors que les organisations à haute fiabilité, comme disons l'aviation commerciale, les forces militaires, les centres nucléaires, sont également des établissements vraiment très complexes et à haut risque, mais il y a une grosse différence, il n'y a pas de hiérarchie. Tous les membres ont une importance égale. Ils ont des systèmes qui leur permettent de reconnaître les dangers au moment des transitions. Ils construisent des systèmes pour prévenir les erreurs et surtout, tous leurs systèmes sont construits sur une communication standardisée. Donc, ce sont ce qu'on appelle des organisations à haute fiabilité. Donc ce sont des milieux, comme j'ai dit, à haut risque, et pourtant, ils sont relativement exempts d'erreurs, parce qu'ils ont une préoccupation constante à l'égard des défaillances, et ils ont des systèmes pour éviter tout ce qui est erreur catastrophique. Donc, leurs employés sont formés continuellement sur des programmes, ils reçoivent des programmes de formation en gestion des ressources, comme le Crew Resource Management, dont je vous montrerai des exemples dans un moment. Donc, voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, le seul vrai problème en communication est l'illusion qu'elle a été établie. Donc, il ne suffit pas juste de communiquer, il faut vraiment des techniques structurées, et pour ça, il faut se munir des outils adéquats. Donc, la prochaine partie de mon exposé, je vais vous présenter quelques outils. Ce qu'ils ont en commun, tous ces outils, donc il y a beaucoup d'acronymes, beaucoup de noms compliqués, mais le message principal est que les règles d'une communication efficace, elles doivent être complètes, donc il faut communiquer toutes les informations pertinentes, elles doivent être claires, être transmises de façon simple et facile à comprendre, ça doit être brève, donc il faut communiquer de façon brève, et bien sûr au temps opportun. Donc, la boîte à outils que je vous propose ce matin, c'est vraiment quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres, mais ce qu'on utilise surtout dans le milieu hospitalier, ce sont les séances d'information, le hand-off, la technique SAR ou SAED, le check-back, la méthode DESC, l'écoute active, donc les méthodes aussi autour du langage, les débriefings et enfin le team steps. Donc, les séances d'information, c'est comme le titre le dit, ce sont des séances qui donnent vraiment le ton aux interactions en milieu hospitalier. Donc c'est un élément critique, c'est vraiment ce qui fait la différence entre les équipes, si elles travaillent en équipe solidaire, ou si ce sont tout simplement des gens qui travaillent les uns à côté des autres. Donc elles sont essentielles pour assurer un modèle commun, et voilà, quand elles sont réalisées de façon efficace, eh bien, elles créent les conditions requises pour un échange efficace. Alors, je vous donne un exemple. En bloc opératoire, par exemple, on a ce qu'on appelle le time-out. Il y a des gens qui jouent au basket, il y a le time-out. Donc l'équipe s'arrête, donc il y a une personne qui est chargée de dire time-out, tout le monde s'arrête, et on effectue des vérifications au bon champ opératoire, pour s'assurer qu'on n'opère pas la mauvaise jambe, on s'assure qu'on a le bon patient, on s'assure que c'est la bonne intervention. Parce que c'est arrivé où il y a des fois, on rentre pour se faire opérer d'une appendicite, on ressort avec quelque chose de totalement différent. Un autre exemple qui nous vient de l'OMS, la World Health Organization, l'Organisation mondiale de la santé, c'est aussi un genre de time-out, mais c'est vraiment pour contrôler et aussi que la chirurgie se passe comme il faut. Donc c'est une liste de contrôles sur la sécurité chirurgicale. Et ici aussi, tout le monde s'arrête, l'équipe s'arrête, et on dit voilà, on fait participer le patient, vous êtes bien monsieur, madame, tel, on vérifie le champ opératoire, l'identité, le site, l'intervention, etc. Donc, avec des outils comme ça, il a été vérifié qu'on a eu des baisses, vraiment des grandes baisses de complications majeures. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer la sécurité et de renforcer la communication.
Le hand-off, c'est un terme anglais pour transmission ou changement d'équipe. Vous savez, quand on est à l'hôpital, donc on travaille par shift, donc les infirmières s'occupent de vous, puis d'autres infirmières viennent et on transfère le patient à l'autre équipe. Donc on sait que ce transfert, c'est vraiment la cause de beaucoup d'erreurs médicales, justement dû à la communication. Donc la prise, donc l'échange de données est vraiment crucial, et on sait que si c'est mal fait, voilà, ça aboutit à des événements indésirables. Donc le hand-off, on a établi des techniques de communication structurée. Par exemple, ici, le I pass the baton, c'est juste un acronyme. En fait, la traduction anglaise veut dire « je passe le témoin », comme dans une course à relais. Et donc chacune des lettres, comme vous voyez là, I pass the baton, c'est pour rappeler à l'infirmière ou au médecin ou à la personne qui donne des données sur un patient de bien vraiment passer toutes les informations cruciales. Par exemple, I pour introduction, on se présente, on dit qui on est, son rôle, sa profession, introduire le patient, son nom, son identifiant, une évaluation, discuter de la plainte principale. Donc je ne vais pas vous ennuyer avec tous les détails, mais c'est vraiment pour s'assurer qu'on passe toutes les informations cruciales pour bien s'occuper du patient. Un autre modèle qui nous vient de l'anglais S-bar, en français SAER ou SAED. Donc ça c'est un outil qui vient de la US Navy, donc des sous-marins nucléaires. C'est une méthodologie qu'on a empruntée à la US Navy. Et donc c'est pour avoir une technique de communication donc, structurée, documentée, claire et concise, et très très souvent utilisée dans les transferts cliniques dont je viens de vous parler. Donc voilà, elle assure... Donc elle montre en fait que le patient a fait l'objet d'une réflexion critique et qu'il y a vraiment un plan d'action qui a été établi. Donc l'acronyme S pour la situation. Donc quand vous lancez la conversation, vous parlez donc de quelle est la situation, donc ensuite les antécédents, tout ce qui est impossible, donc monsieur tel est diabétique ou il ne faut pas lui donner ce genre de médicament, il est allergique à tel médicament. Évaluation, donc rendre compte de la situation, et R, recommandation, ou D, les demandes, c'est pour communiquer les mesures qui devraient être prises à son avis. Donc voilà, moi maintenant je recommande que monsieur tel fasse un électrocardiographe, ou... voilà. Donc ce modèle, ça aide, en fait ça aide, l'efficacité a été prouvée, ça a des progrès documentés, donc il y a plusieurs recherches qui ont montré que quand cet outil est utilisé de façon efficace, conjointement avec un modèle multifacette de travail en équipe, parce qu'il y a aussi la culture de sécurité qui est très très importante, et il y a eu une amélioration nette de la communication entre professionnels. Et ça assure en fait que tout le monde soit sur la même ligne. Et donc un modèle mental commun. Un autre modèle, c'est le check-back, bien le closed loop communication. C'est la communication en boucle fermée. En fait, ce sont beaucoup de noms assez sophistiqués, mais pour dire des choses très simples, c'est juste 4 étapes. Donc, l'expéditeur annonce une information, le destinataire répète ce qu'il a entendu, parce qu'il y a, dans le domaine de la santé, par exemple, beaucoup de médicaments dont le nom est assez proche. Donc, c'est très très facile de donner un anti-nauséeux, on donne un problème, on donne un médicament pour le rythme cardiaque, et voilà, ça peut avoir des conséquences assez graves. Donc, le destinataire répète ce qu'il a entendu, l'expéditeur confirme, donc oui, c'est bien ça, c'est ce que je vous ai demandé, et c'est une boucle qui se continue jusqu'à ce qu'on ait vraiment un accord pour être sûr que la communication a été bien établie. On a aussi poussé toutes les méthodes et les outils, non seulement juste à la communication, mais aussi à la communication en temps de conflit. Parce que vu que la médecine, c'est un milieu assez hiérarchique, comme je vous ai dit, junior, senior, les différents métiers, il est très possible qu'il y ait des conflits entre les prestataires de soins. Donc, au lieu que ça vire à la bagarre et qu'on se ramasse des yeux au beurre noir, voilà, on essaie de mettre des méthodologies donc, à utiliser pour une résolution de conflits efficace. Là, par exemple, c'est la DESC. Donc, au lieu de se mettre en colère, il est conseillé de décrire la situation. Donc, pourquoi, docteur tel, je ne pense pas que vous devriez donner ce médicament à ce patient. On explique ses préoccupations, on suggère des alternatives, et on dit que voilà, si vous lui donnez tel, je connais bien ce patient, il est allergique, disons, à la pénicilline, et il signera
en réa par exemple. Un élément mais vraiment critique de la communication, parce que communiquer, d'accord, c'est parler, mais il faut aussi savoir écouter. Donc c'est l'écoute active. Et donc non seulement il faut garder un contact visuel qui soit acceptable, pas intimidant bien sûr, il faut surveiller son langage corporel, écouter à la fin en écoutant et non pas en comptant dans sa tête une réponse avant même que l'autre personne ait fini de parler, et de répéter l'information un petit peu pour, comme on a dit dans le closed loop communication, pour confirmer la compréhension. Si avec toutes les méthodes que je viens de vous expliquer, le message ne passe toujours pas et l'autre personne reste têtue et veut par exemple toujours donner les médicaments tel ou tel, on s'est entendu dans plusieurs hôpitaux d'utiliser ce qu'on appelle un langage assertif. Et ça nous vient de l'armée. Donc à l'hôpital, il est nécessaire de faire preuve d'assertivité, toujours avec politesse, justement quand il y a un danger sur les patients par exemple. Donc l'armée, l'aviation militaire nous a appris la règle des 2 défis, c'est the 2 challenge rule. Et en fait, ça consiste à répéter 2 fois la même information pour avoir l'attention de l'autre personne. Et ça a des résultats assez impressionnants. Et il y a aussi un acronyme qu'on appelle le CUS en anglais, CUS for Concerned. Je suis mal à l'aise. Je suis préoccupée, je suis mal à l'aise, cela n'est pas sécuritaire. Donc, juste dire le mot cause en bloc opératoire, quand on a l'impression que le chirurgien, par exemple, qui est junior et qui s'entame à quelque chose qui peut mal aboutir, donc au lieu de dire vous faites quoi, docteur, là c'est du grand n'importe quoi et tout le monde se met en colère, on utilise des petits acronymes, par exemple. Tout simplement dire cause veut dire c'est un problème potentiellement grave, arrêtez-vous et écoutez-moi. Donc c'est la sélection, si vous voulez, de phrases neutres, on utilise dans tout l'hôpital, et tout de suite quand on dit donc cet acronyme, cause ou autre chose, on a tout de suite l'attention de l'autre personne qui s'arrête, vous écoute, et voilà. Dans le même esprit, on a ce qu'on appelle le langage critique. Là, si le cause n'est pas suffisant pour arrêter l'autre prestataire de soins, il y a d'autres mots encore plus graves, par exemple stop the line, qui nous vient de l'anglais, qui veut dire arrêter la chaîne. Et là, à ce moment-là, tout le monde est censé vraiment déposer ses outils, tout arrêter et écouter la personne pour qu'elle fasse part de ses préoccupations. Alors, un peu comme les séances d'information, on a ce qu'on appelle le debriefing, ça nous vient aussi de l'armée américaine. Donc, suite à des événements, s'il y a eu un événement indésirable grave ou tout un problème, on réunit tout le monde dans une salle pour faire un petit debriefing. Et voilà, on discute de 3 points en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été appris? Et qu'est-ce qu'on peut améliorer la prochaine fois? Ça, ce sont vraiment des outils critiques, donc fondés sur la communication, mais vraiment qui améliorent les prestations de soins. Donc ça nous permet de résoudre des problèmes, ça nous donne des possibilités d'amélioration et de formation plus poussée. Et donc, bien sûr, ça doit être mis de façon très positive. On n'est pas là pour questionner les compétences de qui que ce soit ou de dire docteur tel n'a pas fait un bon boulot, mais vraiment pour apprendre ce qui s'est passé. Souvent, c'est des problèmes en travail d'équipe et voilà, de faire mieux la prochaine fois. On a dans le domaine de la santé comme des trousses complètes, comme des programmes de formation. On envoie nos équipes. Par exemple, le Team Steps, c'est toute une trousse avec plusieurs outils, donc les outils dont je viens de vous parler, la STAED, le check-back, le hand-off, etc., avec des cours et des scénarios pratiques et des outils. Donc elle a été élaborée, cette trousse, par le ministère de la Défense des États-Unis et une agence de qualité très très reconnue. Et donc le but, c'est de faciliter, de dynamiser le travail d'équipe et de la communication. Et ce qui est vraiment très bien avec cette trousse, c'est qu'ils ont vulgarisé tous ces acronymes qui sont assez difficiles à comprendre avec des jeux de rôle. Il y a même un jeu vidéo avec l'université Duke qui a fait un jeu vidéo. Donc pour les prestataires à essayer, voilà, ils deviennent de plus en plus familiers avec ces outils. Donc on a discuté de tout ce qui est communication entre prestataires de soins, mais il ne faut pas oublier aussi la communication avec le patient. Et là, il me faudrait encore 40 minutes pour en discuter, donc je vais juste toucher un petit peu la surface. Il y a plusieurs techniques de communication structurée qui nous aident à communiquer en tant que prestataire de soins avec nos patients de façon courtoise,
de façon polie, mais aussi surtout à faire passer le message, puisqu'il y a plein de... Vous dites à un patient, par exemple, vous avez 21 jours de gélules à prendre, vous ne lui expliquez pas qu'il faut en prendre une par jour, et bien on a vu où il y a des fois des patients qui les prennent les 21 à la fois, qui finissent aux urgences. Donc quand on ne s'exprime pas clairement, on peut avoir des conséquences. Donc il y a le teach back, c'est une technique où on demande au patient, vous êtes le médecin ou l'infirmière, et vous demandez au patient de répéter ce qu'il a compris. Et vous allez être surpris de ce qu'il va vous raconter. Il y a aussi des techniques de communication comme le A triple R par exemple. On attend pendant que le patient nous communique, on répète, on reformule, on lui demande de résumer. Donc c'est juste des acronymes pour qu'on se souvienne de bien structurer le message qu'on fait passer à nos patients. Et puis il y a la méthode IDET aussi, c'est aussi une méthode pour communiquer avec le patient de façon polie qui nous rappelle de nous présenter, de bien expliquer le problème et surtout de dire merci à la fin. Alors moi je voudrais vous laisser avec cette petite caricature qui montre voilà, que des problèmes de communication peuvent être assez graves. Donc ça c'est l'équipe qui devait compter jusqu'à 3, 1, 2, 3 pour transporter le patient du brancard sur la table opératoire, et puis ils n'ont pas compté en même temps, et puis le pauvre patient a fini par terre. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je serais ravie de prendre vos questions. Je vous remercie pour votre attention, et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci.